Alors Serge Tisseron. Alors, déjà, je vais revenir sur le petit film qu'on avait vu tout à l'heure. On est passé un peu vite, hein, plein d'humour, avec les fruits et les légumes, pour illustrer les diverses formes de sexualité. Parce qu'il est un peu contre-productif quand même. Parce que d'un côté, il nous dit, ben voilà, la sexualité dans le porno, c'est pas la sexualité dans la vraie vie. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a des pratiques qui sont présentées dans ce film qui n'existaient pas avant l'invention du porno. L'éjaculation faciale, c'est une invention du cinéma pornographique. C'est une invention du cinéma pornographique pour donner à voir la jouissance féminine. Avant, il n'y en avait pas. Vous pouvez éplucher la littérature, je ne pense pas qu'on trouve d'éjaculation faciale. Mais le porno l'a inventé, ou pas beaucoup en tout cas, il faut aller chercher dans l'enfer des bibliothèques. Le porno l'a inventé et le porno a fait que ça a été adopté. Alors à partir de là, la question c'est de savoir si, comme vous venez de le dire, les jeunes vont être détruits, voilà, durablement par le fait d'être confrontés à ces images trop tôt. Alors c'est vrai qu'ils sont confrontés à ces images trop tôt. Il faut quand même pas oublier qu'avant la misère du porno, il y avait la misère de pas le porno. Quand même, il faut pas oublier qu'en 1965, il y a eu un pamphlet qui s'appelait « De la misère en milieu étudiant », notamment sur le plan sexuel. Il n'y avait pas de porno à l'époque. Après, il y a eu le porno, c'était les années 70-80. Bon, et puis les enfants qui ont regarder les cassettes porno de leurs parents dans les années 70-80, ben, ils sont devenus des adultes qui ont aujourd'hui 40-50 ans, et bon, on ne va pas dire qu'ils sont tous détraqués quand même. Donc quand on prend un peu de recul, on est quand même obligé de se dire que oui, c'est vrai que c'est difficile à supporter pour les jeunes de découvrir ça, mais qu'en même temps, eh ben, ils le gèrent pas si mal. Alors ils le gèrent comment? Ben, je pense qu'ils le gèrent d'abord par le fait que ils comprennent de mieux en mieux que les images, c'est des images. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais la pornographie est en train de changer de statut. Vous savez, quand on avait les cassettes porno ou les DVD porno, il y avait toujours un petit texte derrière, hein, écrit en général en gros, qui disait « Tout ce que vous allez voir dans cette cassette ou dans ce DVD a été réellement réalisé. Il n'y a pas de trucage. » Aujourd'hui, quand vous allez sur YouPorn, on ne vous met pas qu'il n'y a pas de trucage, parce que tout le monde sait bien qu'il y en a, et même beaucoup. Et quand on vous montre des scènes porno, on ne vous dit pas non plus qu'il y a enfin, dans le vrai porno traditionnel, mais il n'y en a plus. Quand on vous montre de la pornographie, maintenant, on ne vous dit pas qu'il n'y a pas de trucage, tout le monde sait qu'il y en a. Et donc, finalement, on s'aperçoit que le meilleur remède au fait que les jeunes prennent du recul par rapport à ces images, c'est une éducation aux images globalement, comme vous le disiez tout à l'heure. Les images de politique aussi sont truquées, beaucoup d'images sont trafiquées, le numérique permet de tout changer, et donc c'est cette éducation-là qui permet aux jeunes de comprendre que les images de porno qu'ils voient, c'est du théâtre. C'est le théâtre, c'est de la mise en scène, ça n'est pas la vraie vie. Et c'est ça, il faut leur expliquer. Et ça, c'est vrai que beaucoup de parents aujourd'hui pensent encore l'éducation, enfin, ils pensent plus que les jeunes aient besoin d'éducation sexuelle. Alors, si on pense éducation sexuelle comme l'explication de la sexualité, ils ont bien raison. Les jeunes n'en ont pas besoin. En revanche, ils ont bien besoin qu'on leur explique que les images qu'ils trouvent dans les médias ou sur Internet ne sont pas des images de la sexualité. C'est une mise en scène de pratiques extrêmes, ce qui n'est pas du tout la sexualité. Claude Habib. Oui, mais quand même, les jeunes ou les moins jeunes vivent à l'ombre d'un devoir jouir et avec l'idée qu'ils sont inférieurs aux performances qu'il faudrait qu'ils réalisent. Et alors que dans les sociétés type victorien, les gens mentaient sur leur capacité, alléguaient leur vertu, maintenant ils allèguent leur performance sans que ce soit vrai. Donc il y a quand même quelque chose d'une intimation. Moi, je suis pas du tout pour l'interdiction. Michaela, n'ayez pas peur. Et je pense que c'est très important pour les adolescents, pour les vieillards libidineux, qu'il y ait du porno. Et que pour l'instant, bon, évidemment, c'est désolant pour les femmes. On fait un peu les frais de ça, quand même. Mais il y aura la réalité virtuelle bientôt. Ils auront des gants, ils pourront vivre là-dedans tout le temps. Ça nous dérangera beaucoup moins. Donc, on est dans une période intermédiaire un peu difficile. On est dans une période intermédiaire. On est dans une période où des adolescents qui découvrent des images de pornographie sur YouPorn peuvent penser que c'est comme ça qu'on fait. Ils peuvent penser que c'est comme ça qu'on aborde une femme. Ils peuvent penser qu'un sexe normal, c'est celui du type qu'on voit sur YouPorn. Alors effectivement, là, c'est catastrophique. Ah ben, il y en a, moi, ce qui me gêne dans cette idée, c'est qu'on dit, voilà, les jeunes, ils
ils vont faire l'amour comme ci, comme ça. En fait, on n'en sait rien, parce qu'on va pas voir les jeunes faire l'amour, on va pas dans leur chambre voir comment ça se passe. N'empêche que l'âge moyen du premier rapport sexuel n'a pas tellement évolué depuis... Il y a des gens qui font bien l'amour, parce qu'ils ont un espèce de don naturel pour ça. C'est un rapport au corps, un rapport à sa propre histoire, un rapport au plaisir, à la jouissance. C'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on peut enfermer. Et t'as beau voir plein de films pornos, encore une fois, c'est tellement loin de la réalité que ça change rien. Je suis pas alarmiste. Je suis pas alarmiste. Il y a une question qu'on ne se pose jamais, c'est peut-être que ça ouvre l'imagination, tout simplement, et qu'au fond, ces générations qui ont vu des films porno plus jeunes que les générations précédentes ont peut-être une imagination débordante et disent que c'est un terrain de jeu extraordinaire. Alors c'est le cas de figure idéal, si on dit ça augmente la curiosité, mais le problème c'est que c'est parfois le contraire. Si ça augmente, le problème c'est que ça risque parfois de décomplexer ce qui est bien, mais sans augmenter la curiosité. C'est-à-dire que certains jeunes partent à leur première relation sexuelle avec un mode d'emploi, sexe oral, sexe génital, sexe anal. Quand c'est pas complet, quand il n'y a pas la trilogie, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, mais le porno. Une pression énorme déjà. Oui, ils allaient au bordel. Ils allaient voir des putes. Moyennant quoi, actuellement, leur petite copine à 14 ans, ils les traitent comme ça. Alors, il y a une chose que je voudrais dire par rapport à ce qu'avait dit madame. Il n'y a pas que les femmes qui sont détruites par le porno. Les hommes aussi, en fait. Si vous réfléchissez bien, les femmes sont limitées, sont réduites à quelques organes. Les mecs sont réduits à un organe. Les blacks sont réduits à un super organe, parce que là aussi on a surtrié. Il y a des sites qui sont au fond d'un racisme inversé monstrueux du style Black on Blondes par exemple, où on voit systématiquement des blacks défoncer une blonde quelconque. C'est le retour de l'esclavage dans l'autre sens, vous voyez. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une société où tout ce qui est véritablement humain est totalement dévalorisé, où de surcroît on impose un standard, et c'est vrai qu'il s'agit d'un standard au niveau du faire et au niveau de l'être, en quelque sorte. Il est évident que, il faut leur dire, toutes les bites ne ressemblent pas à celles de Lexington Steele, tous les vagins ne ressemblent pas, toutes les lèvres en particulier ne ressemblent pas à celles de... Alors là, vous avez le choix. Mais c'est ce que disait le petit film tout à l'heure. Voilà, c'est incroyablement... Ce sont des produits standardisés, parce que ce sont des produits qui correspondent à un certain type d'économie. Et c'est ça le fond du problème. On l'a vaguement dit tout à l'heure, la pornographie, c'est le sexe des époques libérales. Bénédicte Martin. Effectivement, parce qu'il existe aussi des productions, pardon, après j'arrête. Mais il existe aussi des films, et voilà, j'en ai tourné, où le réalisateur va nous dire, bon, cette fois-ci, ne pensez pas à la caméra, on veut que vous en passiez, que vous passiez du temps ensemble, vous improvisez sur les positions. Ces films-là existent aussi, attention. Hein. Oui. Parce que quand on dit de la pornographie, j'ai l'impression qu'on parle toujours que d'un contenu spécifique, plein de déviance, de violence, d'avilissement de la femme. Ces scènes existent, c'est vrai, mais il faut arrêter aussi de généraliser et d'oublier ce qui pour moi, le sexe au cinéma, c'est exactement comme... Attendez, vous parlez tous en même temps. La plus grosse voix va parler, ensuite la plus petite. Alors, Arthur. Le sexe au cinéma, même dans les films artistiques, comme par exemple La vie d'Adèle, où il y a une grande scène de sexe très très On a vu un extrait tout à l'heure très court. Avec une fille supra mignonne et un film très réaliste. Pour moi, c'est exactement comme dans les émissions sur le surnaturel, les gens qui vont filmer des fantômes dans des châteaux hantés. Donc tu as toute l'équipe de télé qui arrive avec des caméras pour filmer le fantôme, et ils filment jamais le fantôme. Et dès qu'ils partent, le fantôme réapparaît quand il n'y a plus personne. Et filmer le sexe, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on parle d'une fantasmagorie qui n'existe pas, parce que filmer le sexe, c'est impossible, parce que c'est une expérience intérieure, en fait. C'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur dans le temps. Donc même, par exemple, un très très beau film qui est super bien filmé, qui est très réaliste, la scène dans la vie d'Adèle, ça dure 10 minutes, c'est hyper réaliste. C'est vraiment une vraie scène d'amour, c'est pas... le truc avec la bite énorme, enfin bon là c'est des lesbiennes, il n'y a pas de sexe, mais... Et pourtant, il y a du sexe quand même, pourquoi il n'y a pas de sexe ? Personnellement, je me suis vraiment super ennuyé, quoi. Tu attends que ça passe, pourtant c'est beau, mais je trouve que le sexe est une expérience tellement spirituelle et intérieure que c'est absolument infilmable. C'est impossible de le filmer. Bénédicte Martin. Oui, moi je voulais réagir à ce que vous disiez. Alors vous écrivez, donc vous faites la part belle à l'imaginaire, mais néanmoins j'ai l'impression que vous sous-estimez le ressenti des gens.
quelqu'un qui regarde un film porno a également un ressenti que peut avoir un lecteur de livres érotiques. Donc oui. Et je trouve que sublimer l'animalité dans la pornographie de l'homme, de l'être humain, est quelque chose d'heureux, en fait. Et, si on l'a sublimé, oui, mais là on la sublime pas, on l'exhibe. Qui l'exhibe? La pornographie exhibe. Moi, je marche dans la rue, je ne suis pas, comme disait Madame, je n'en vois pas. C'est pas beaucoup, non. Non, mais c'est ça, en fait, vous avez une façon de parler qui est assez bizarre. On nous impose, on formalise, on exhibe. Vous savez, on apprend aux petits que les on, c'est, je vous laisse terminer la phrase. Donc, en fait, les on nous imposent, j'ai un peu du mal. C'est-à-dire, je ne les vois pas. Effectivement, personne n'impose rien à quiconque. Cela étant, enfin, quand on est adulte, on parle d'adulte consentant, on fait ce qu'on veut. Peut-être on peut se poser la question de savoir comment permettre aux enfants, quand il s'agit vraiment des enfants, de comprendre ce qu'ils sont en train de regarder. Mais il y a des différents registres. On ne peut pas juste avoir un discours rond et on tranche et on aplatit tout. Alors en revanche, je voulais revenir sur ce que vous avez dit parce que enfin, moi je suis encore une fois complètement d'accord. Ça me fait penser à Wittgenstein. Wittgenstein dit ce dont on ne peut pas parler, il faut se taire. Eh bien, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas complètement montrer et peut-être serait mieux ne pas les montrer jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans la sexualité. Donc on ne pourra jamais montrer jusqu'au bout les mystères qu'il y a dans ce qui nous attire auprès d'un homme ou auprès d'une femme et qui fait que les désirs surgissent. Mais ça, en même temps, on ne peut pas non plus empêcher aux hommes ou aux femmes d'essayer de tout faire pour montrer ce qu'on n'arrivera jamais à montrer. C'est l'humain aussi. Donc il y a une sorte de course-poursuite pour essayer de montrer ces mystères-là, ces moments-là, en dépit du fait que comme un fantôme, il va toujours au-delà des images. Il échappe tout le temps, il échappera peut-être tout le temps. Laurent de Sutter, qu'on a... Oui, moi j'étais un petit peu exaspéré parce que j'entends depuis un petit moment une série de choses qui témoignent toutes d'un profond, d'un choix, hein, c'est un choix, un profond mépris pour l'intelligence des gens. Oui, Moi, je trouve qu'il faut partir du point de vue de... Les gens savent toujours très bien ce qu'ils font. Nous aussi, on a grandi. Moi, j'avais 9 ans dans les cours de récréation. Le copain qui avait les cartes dessinées par Aslan, on voyait les chattes des gonzesses. Moi, c'est comme ça. Évidemment, j'étais hyper avide de voir ces choses-là. J'ai bricolé ma sexualité aussi à partir de fiction et d'images. On l'a inventé, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une vraie sexualité, une bonne sexualité. C'est quelque chose qu'on fabrique et qu'on foire. Parce que, précisément, il n'y a pas d'idéal à atteindre. Voilà, donc comme on est dans le bricolage, on s'arrange. Après, c'est du porno ici, on essaye, on se rend compte que ça ne marche pas très très bien, puis on essaie autre chose. Vous voyez, moi, je ne crois pas que oui, se lancer dans des espèces de croisades, surtout sur le porno, c'est des images, quoi. C'est des images. C'est comme si, je ne sais pas moi, Die Hard... voir Bruce Willis courir dans la rue allait, je ne sais pas, foutre en l'air notre capacité motrice. Enfin, c'est quand même énorme. Quand il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui m'attriste beaucoup plus, parce que je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que les gens, de toute façon, reviennent à la réalité, que chaque personne qui rencontre une personne a un rapport amoureux, physique différent, qu'on ne peut pas comparer avec n'importe qui. Mais par contre, ce qui est vraiment troublant quand on commence à voir des sites érotiques et tout ça, c'est que c'est sans fin. C'est-à-dire que tu commences un truc, tu as un autre site, un autre site, un autre site. Pour chaque obsession, l'obsession du genou, l'obsession du pied, l'obsession du coude, enfin, plus tous les phénomènes sexuels imaginables. C'est l'infini, le porno. C'est infini, c'est-à-dire que on emploie des gens pour faire ça. Et non seulement on emploie des gens, mais on exploite des gens, des jeunes filles. C'est-à-dire que là, vous parliez tout à l'heure de la misère sexuelle, aussi des gens qui consomment ça, mais il y a aussi des gens qu'on fait travailler. Alors, il y a des gens comme vous qui ont l'indépendance d'esprit, qui font ça volontairement, comme les prostituées. Il y a aussi des prostituées qui sont maîtres de leur choix, et qui choisissent de se prostituer, qui le vivent très bien, tout ça. Mais il y a aussi toute la masse absolument inouïe d'esclaves sexuels que ça produit, en fait. Parce que moi, à chaque fois, je me dis, mais d'où elles viennent, toutes ces filles, quoi? Ça n'arrête pas. Tu vois des trucs, il y a des listes ça dure 10 minutes, une liste qui défile de filles qui font... trop longtemps. Non, mais quand tu regardes, c'est sans fin. C'est sans fin. D'où viennent tous ces gens? Comment tous ces gens arrivent à montrer leur intimité, à se faire mettre? C'est un problème dont on parle. C'est comme une espèce des bas-fonds de la société, en fait. Ça vient beaucoup d'Europe de l'Est, ça vient beaucoup des pays pauvres. Il y a vraiment un vrai, quand même, trafic d'êtres humains, quoi. Un mot sur ce sujet, Céline?
L'industrie pornographique qui domine actuellement est américaine et je peux vous dire que les conditions de travail sont très professionnelles et que les filles sont d'ailleurs plus payées que les acteurs. Mais là, on parle des beaux films. On parle des films pornographiques, parce que sur YouPorn et tout ça, t'as une collection d'images, de trucs amateurs, de trucs qui coûtent rien à faire. C'est quand même des professionnels qui sont derrière. Hein. Qui sont des filles très très jeunes, c'est pas des actrices quoi. Ce sont des filles majeures, on signe des contrats, tout est, c'est extrêmement. Ah, vrai, évidemment qu'il y a forcément ça existe des dans la masse, tu vois. Ça existe de la manipulation, mais dans tout travail. Ouais. Dans tout travail. Après, j'ai l'impression que ça choque justement plus précisément parce qu'on parle de sexualité et que ça touche à notre intimité et qu'on fait un transfert. Quand on voit une jeune fille qui en plus paraît jeune, qui fait une scène un peu violente, même si elle paraît consentante, ça nous dérange parce que ça nous renvoie à nous, ça nous renvoie à notre sœur, à notre fille. Et il y a derrière ça, il y a l'image du viol. Mais dans tout travail, il y a exploitation, et il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à leur place et qui pètent un câble parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Alors on a parlé, pardon. Là, je pense juste on a parlé beaucoup de cinéma. Je voudrais élargir parce qu'il y a le terrain de l'obscénité maintenant. C'est peut-être l'art contemporain, en tout cas les arts plastiques. Judith Benamou-Huet va venir nous rejoindre. Elle est journaliste. Tenez, décalez-vous. Elle va venir s'asseoir à la place d'Arthur. Vous êtes journaliste spécialisé dans les arts plastiques, vous êtes l'auteur de Dans la vie noire et blanche de Robert Mapplethorpe. Vous avez d'ailleurs participé à l'organisation des 2 expositions consacrées à Mapplethorpe, celle du Grand Palais et celle du Musée Rodin qui ouvre dans quelques jours. Un petit tour de l'art contemporain avec vous va nous faire le plus grand bien. On va voir là... des images. On va voir là, effectivement, alors je conseille d'ailleurs à ceux aux âmes les plus prudes qui sont devant leur téléviseur, c'est peut-être le moment d'éteindre. Parce que là, c'est stylisé. Là, c'est stylisé, mais enfin, quand même, il y a des choses qui peuvent choquer. Il est tard, on va en profiter, mais enfin, quand même. Commençons d'ailleurs par Mapplethorpe, puisqu'il est à l'honneur. Hein, tout le monde célèbre Mapplethorpe. Voilà une photo de Mapplethorpe. J'ai pas mis les plus osés. Il y a des plus. Ça va beaucoup plus loin, en effet. Mapplethorpe, au début de sa carrière, va s'exprimer en tant qu'artiste et va s'exprimer évidemment dans sa sexualité. Il est homosexuel, il vient d'une famille très catholique, il a besoin de le vivre et dans son art aussi, et il va mettre en scène une imagerie. Là par exemple, c'est ce qu'on va pouvoir voir au musée Rodin. Alors exactement. À droite c'est Rodin, à gauche c'est Mapplethorpe. À Rodin, ça c'est Iris, messagère des dieux. Il prend un prétexte mythologique, mais en fait c'est explicitement une femme avec les jambes écartées. Il adore les femmes. Il a fait de très belles aquarelles de femmes érotiques. Et Mapplethorpe aussi adore les hommes. D'ailleurs, si on pouvait nous enlever la caméra qui est juste devant, ça nous permettrait de regarder. Mais je suis sûr qu'on va le faire. Censure. Pendant ce temps-là, on regardera de l'autre côté. Alors, Paul McCarthy, je trouve très intéressant. Alors voilà, là c'était le mois dernier, en mai dernier, à New York. Hein, Paul McCarthy. Exactement. Voilà ce qu'on pouvait voir. Dans une galerie Upper East, très chic. Paul McCarthy, c'est un artiste californien qui montre le côté le plus trash de la société. Et là, il fait du trash, mais clean, c'est-à-dire il fait des sculptures qui sont... il faut dire, ce ne sont pas des vraies femmes. Voilà. Ce sont des sculptures. Mais j'ai vu la vraie femme aussi. Et en fait, c'est une reproduction, disons, trompe-l'œil. C'est de l'hyper-réalisme d'une femme comme si elle était chez le gynécologue d'une certaine manière. Et que tout le monde y a regardé. Et oui, et à côté, il y a, mais ça on ne le voit pas peut-être parce qu'il est un peu moins sexy, il y a l'artiste lui-même bedonnant avec le sexe pendant. Alors évidemment, on va dire, c'est toujours les femmes qui sont pas... Non, c'est pas toujours les femmes, il suffit de voir, il suffisait d'être à la Biennale de Lyon l'année dernière et de voir Dan Cullen. Et Dan Cullen, il fait la même chose, mais oui, mais là c'est un autoportrait, alors on voit que le monsieur est bien doté. Et en fait, l'œuvre en général, c'est l'irruption des fantasmes d'enfants, et lui, il est terrassé par toutes ces visions. Et ça n'est pas lui en vrai, hein, on est d'accord. Ça n'est pas lui en vrai, mais il a posé à côté de lui en vrai. Donc c'est de la même manière une représentation hyper réaliste. Alors évidemment, Jeff Koons, il avait commencé, d'ailleurs il s'est rendu célèbre avec des tableaux hyper réalistes d'actes sexuels qu'il représentait avec la Cicciolina. C'était son épouse, il a eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Et en fait, Jeff Koons, ce qui l'intéresse, qu'il soit dans l'allusion ou qu'il soit explicite, c'est vraiment la sexualité. Et là, c'était la Biennale de Lyon l'année dernière. Exactement. Et il y avait une salle entière consacrée au sujet du sexe. Donc il y revient parce qu'il a eu de gros procès
avec la Cicciolina qui lui a interdit de voir son enfant et d'éduquer son enfant, il en a souffert, mais il revient explicitement à ces sujets-là par le biais de scènes mythologiques. La mythologie est souvent un bon prétexte pour parler de sexualité. Alors après Jeff Koons, Wim Delvoye. Alors on ne va pas s'attarder, hein, même s'il est tard, sur Wim Delvoye. C'est un des plus drôles de l'art contemporain, oui, Wim Delvoye. Wim Delvoye, il pousse en dérision absolument tout. Alors pourquoi pas le sexe aussi. Et en fait, il fait des radiographies de fellation particulièrement qui transforment en vitraux. Alors il crée des sortes de cathédrales dans lesquelles il y a des radios de fellation. Et vous imaginez de quel temple il s'agit. Voilà. John Currin, sa dernière exposition à Paris en octobre à la galerie Larry Gagosian. Alors John Currin, c'est un virtuose de la peinture. Il peint comme au XVIIIe siècle, très lentement, avec beaucoup de minutie. Et ce qui représente, ça c'est une des scènes les plus... Voilà, celle-là, elle est plus gracieuse. C'est des superpositions d'images à la fois suggestives et en même temps pornographiques derrière. C'est comme une représentation de ces pauvres dames du Middle West américain qui s'ennuient et on voit derrière leur tête leurs fantasmes. Bien peint. Jürgen Teller, il est en ce moment à la galerie Suzanne Tarasiev. J'en profite pour dire que dans son cas, comme dans celui des autres artistes, ils ne font pas que ça. Hein. Évidemment. À la galerie Suzanne Tarasiev, si vous allez voir Jürgen Teller, il y a autre chose, mais là... c'est Vivienne Westwood. Exactement. C'est Vivienne Westwood en personne. Enfin, Jürgen Teller, c'est une des stars de la photo de mode aujourd'hui. Et son créneau et ce en quoi il est intéressant, c'est qu'il est toujours nature. Alors, il est nature et il représente des tas de sujets. Et il représente évidemment aussi des gens nus, parce qu'il arrive qu'on voit des gens nus dans la vraie vie. Alors évidemment, tout le monde ne voit pas Charlotte Rampling ou Vivienne Westwood nus, mais lui, oui. Alors il les montre. Mauvais cadrage, mauvaise photographie. Et on voit quand même... Vivienne Westwood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ose représenter des femmes vieilles, nues. Et ça, c'est génial. Et ça fait partie, justement, de ce qu'ajoute peut-être l'art contemporain, parfois. C'est Thomas Ruff. Thomas Ruff, c'est un artiste vraiment conceptuel de l'école de Düsseldorf, allemande. Et il recycle, en l'occurrence, il a recyclé des images porno qu'il a floutées. Et on est du coup dans la suggestion, mais assez fascinante. Ce sont de très grands formats, c'est très esthétisant, avec un côté repoussant et en même temps un côté conceptuel, intellectuel, et en même temps quelque chose de très attirant. Araki, il est très célèbre. Alors lui, il ne fait que ça, Araki. Hein. Oui, mais alors c'est la grande tradition japonaise de l'érotisme. Ça existe aussi en littérature. Et il a une hyper-stylisation de la sexualité, et particulièrement du bondage chez la femme. D'ailleurs, le bondage, il faut rappeler, c'est avec les cordelettes. Hein. Voilà, les jolies petites cordelettes. On l'a vu, le poulet... Oui, tout à l'heure préparé. Mais tout ça est dans un répertoire extrêmement esthétique et qui fait référence à la grande culture japonaise. Des commentaires, n'hésitez pas. Hein. Terry Richardson, je ne le vois pas. Non, on l'a pas, Terry Richardson. Vous l'avez pas parce que on a une collection, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Hein. Araki a fait des choses beaucoup moins esthétisantes que ça. Hein. Quand il prenait des clichés, il était un des premiers à se photographier sans arrêt dans toutes les positions. Et quand il ne pouvait pas tenir l'appareil, il demandait à son frère de le faire pour le photographier. Donc il y a des murs entiers d'Araki qui sont de l'image pornographique beaucoup plus traditionnelle et beaucoup moins esthétisante. Mais il a un côté trash, évidemment, aussi. Un côté instantané, mais il a évolué dans sa création, par chance. Jean-Paul Bouygues. Puisqu'on parlait du Japon, j'avais remarqué dans les films porno japonais, les sexes sont floutés. Systématiquement, pas dans les poil des sexes. Le poil des sexes, enfin, tout ce qui est poilu d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, je fais des recherches sérieuses, personne au Japon ne sait véritablement pourquoi. Mais vous parliez par exemple de bondage, moi je préfère dire shibari pour rester dans le terme japonais. J'en reviens à la littérature, lisez Hôtel Iris de Yoko Ogawa, là oui, vous avez quelque chose d'extraordinairement stimulant pour l'esprit, dans une image figée, voire une image qui n'est pas figée. Quand on voit ça pendant des minutes, alors je ne parle pas des best-sellers qui sévissent là depuis 2 ans,
dans le même genre et qui sont d'une nullité Vous parlez de absolument... qui les 50 nuances. Ah oui, bien sûr. Mais là, c'est la Ça, c'est le mommy porn. Oui, non, mais là, c'est la qualité de l'écriture qui n'est mais pas oui, bonne mais du c'est la tout. qualité de l'écriture qui n'est pas bonne. Oui, et comme donc, dans 90% des films porno, vous laisse 10%. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces images-là Voilà. Mais ces images-là, ou celles du XVIe ou du XVIIe siècle, vous regardez la Danaé du Titien, elle avait une paire de Lolo absolument extraordinaire. Vous regardez la Vénus au miroir de Velázquez, elle a le plus beau cul de l'histoire de la peinture. Et la Maja desnuda, voilà. la Maja Non, parlons pas. C'est une tradition. Donc, ils sont tout à fait dans la tradition picturale. Y a pas, ça ne me pose aucun problème. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin que ce que je disais tout à l'heure, quitte à me faire vraiment des copains. Non seulement je serais plutôt favorable à une interdiction du porno, je serais favorable à une censure extrêmement vigilante. Pour une raison simple. Pour une raison simple. Ça fait pour une raison simple, c'est vigilante. que dans les époques où il y a eu une grande censure, je pense par exemple au code Hays aux États-Unis, c'est à ce moment-là que les metteurs en scène ont fait des exploits au niveau imagination. Hitchcock n'avait pas besoin de montrer Gary Grant en train d'embourber Eva-Marie Saint en long, en large, en travers. Il lui suffisait de montrer à la dernière image un train rentrant dans un tunnel. Voilà. Il n'avait pas besoin de montrer Gregory Peck en train de rouler des pelles à... Si, il le montrait, ça. Non, il le faisait par séquence de 3-4 secondes, c'est dans les enchaînés. Parce qu'il y avait une contrainte sur la durée du baiser dans le code Hays, qui ne devait pas dépasser 6 secondes. Enfin, ils étaient complètement fous. Moi, je suis ravie que aux monsieur, en États-Unis à fait, n'ait l'époque. pas besoin d'un soutien pour son imaginaire sexuel, en fait. Non, j'ai pas besoin d'un autre soutien que celui du langage. Sachez que... Monsieur a sa chemise Vous le dites ouverte comme sur son ça, nombril. ça commence avec la langue, ça finit d'ailleurs souvent avec la langue. Justement, la censure, elle est là aussi pour sanctionner l'utilisation du langage. Alors moi, je pense qu'il faudrait faire très attention quand on invoque la censure, surtout à une époque où, franchement, ce qu'on voit autour de soi, c'est surtout les retours d'un certain nombre de moralisme. Il faut regarder une proposition de loi enfin, un amendement au Parlement européen. Il faut voir ce qui se passe au Parlement à Rome, où je siège toutes les semaines. Il y a un retour d'un regard hyper moralisateur qui est en train de tuer. Alors après, je voudrais bien voir comment la possibilité même de l'imagination peut se mettre en marche à partir du moment où on nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors moi, j'aimerais avoir l'avis de monsieur, par exemple, sur la censure de ma couverture, par exemple. Il faut qu'on revoie la couverture de Bénédicte Martin. Elle a été censurée, puis finalement, elle a été acceptée. Est-ce que vous la trouvez choquante? Non, mais c'est juste de la bêtise de la part de ceux qui... quand je parlais de censure, je suis entre autres, vous avez dit tout à l'heure, spécialiste du XVIIIe siècle. Dans les liaisons dangereuses, il n'y a pas un mot sexuel, mais les situations ouvrent des champs de possibles à l'imaginaire absolument sans limite. Mais vous savez bien et lorsqu'on tourne le film, de... lorsqu'on tourne le film, les metteurs en scène se retrouvent plus ou moins obligés de montrer ce qui était suggéré dans le bouquin. Et c'est là, je reviens tout à fait ce que vous disait Arthur tout à l'heure, les scènes de cul au cinéma, dans 9 fois sur 10, dans le cinéma ordinaire, 9 fois sur 10, me font suer parce qu'elles n'ont aucune fonction. Serge Tisseron. Oui, je suis étonné que vous vouliez à ce point que les autres partagent vos goûts. Bon, je comprends bien que vous aimez bien le cinéma d'avant-guerre. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il correspondait à ce code-là. Mais il y a quand même des cinéastes aujourd'hui qui montrent l'amour autrement qu'à travers de la pornographie. Hitchcock, il y a bien Zif Keshish, je choisis. Là, il n'y a pas de problème. Et d'autre part, moi, je suis toujours inquiet quand j'entends mettre en avant la protection de la jeunesse. Parce que les jeunes, on l'a évoqué tout à l'heure, ils se débrouillent beaucoup moins mal que ce que les adultes veulent le dire. Mais quand les adultes veulent interdire quelque chose, ils se gardent bien de dire que parce que ça les choque. Ils le disent un peu. Mais surtout, c'est les jeunes qui sont mis en avant. Mais les jeunes, il faut voir de plus près comment ils s'en débrouillent. Et encore une fois, ils s'en débrouillent pas si mal que ça, même s'il existerait des moyens pour qu'ils s'en débrouillent mieux. Et notamment leur apprendre le respect de l'autre sexe quand ils sont tout petits, dès la maternelle, les mettre en garde contre les dangers, de croire que tout ce qu'on trouve sur Internet c'est pour de vrai, que la pornographie c'est pour de vrai. Voilà, leur expliquer la tendresse, il y a beaucoup de choses à leur expliquer. Mais déjà, bien qu'on ne leur explique pas, bien que les adultes ne leur expliquent pas grand-chose, ils se débrouillent pas si mal que ça. Alors arrêtons de les brandir comme des espèces de boucliers humains pour demander l'interdiction de choses qui ne peuvent nous choquer nous. Oui,
Oui, non, je suis étonnée aussi par les propos de monsieur. Globalement, il y a sexualité quand on est dans une chambre et quand deux personnes ou plus sont... Il y a pornographie à partir du moment où on met en place un média qui est le langage, qui est donc c'est la poésie, c'est la sculpture, c'est la photo. Je pense que c'est très compliqué d'entrer dans ce débat-là et de considérer qu'il y a une forme de hiérarchisation possible des médias qui décident à un moment donné de produire du contenu à caractère sexuel. Je pense que si on s'enferme dans cette espèce de volonté à chaque fois de penser la pornographie et la question sexuelle, on s'enferme, on l'a tous dit, parce que c'est très relatif, parce que ce qui pour moi est érotique, pour vous est pornographique, ce qui pour moi est pornographique, pour monsieur va être... Enfin, c'est des notions qui sont totalement relatives, qui historiquement sont totalement situées, et qui en plus sont intimement liées à des notions qui nous ont fondées, c'est-à-dire la notion de honte, la notion de pudeur, la notion de crainte, bref, quelque chose de très complexe. Je pense que si à un moment donné on pose véritablement la question de la pornographie, c'est pour la poser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour un contenu qui utilise le propos sexuel, mais à des fins idéologiques. Et encore une fois, on l'a souligné précédemment, on est dans une logique simplement, entre guillemets, libérale, qui vise le placement de produits et la mise en vente de nouveaux services. C'est là où, pour moi, la pornographie est vraiment problématique, d'autant plus lorsqu'elle réengage des idéologies sexistes et des idéologies racistes, homophobes, etc. Là, je pense qu'on peut vraiment, pour le coup, pardon de vous interrompre, mais la pâture de la Renaissance était au service de l'Église catholique. Ça ne nous empêche pas d'aimer la pâture de la Renaissance, même si on ne croit pas en Dieu. Bien sûr, mais ça, c'est la distance. C'est un placement de produit aussi, je veux dire. Oui, bien sûr, mais sauf que ça, c'est la distance historique qui nous permet effectivement de considérer que ce qui était choquant, par exemple, il y a quelques siècles, aujourd'hui, on considère que c'est beau, c'est érotique, parce que, pour le coup, ça rentre dans la catégorie de l'artistique. Je dis qu'il faut simplement faire attention au fait de ne pas non plus diaboliser la question pornographique et de considérer simplement les dangers qu'elle peut avoir par rapport à certaines formes de stigmatisation des populations. Claude Habib. Oui. Il y a plusieurs types de gens dans une société. Il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont vieux, il y a des gens qui sont des enfants et qui peuvent pas avoir de plaisir et qui sont perturbés. Je ne pense pas que ce soit mettre les enfants en avant de manière injuste que de réfléchir à la question. Nous sommes plusieurs utilisateurs dans cette société, plusieurs usagers, et il faut que tous ces parcours soient possibles. Donc, ça ne me paraît pas une idée fausse. Il est évident que nos sociétés occidentales sont vues de l'extérieur comme un bordel insensé. Si vous prenez la manière dont les États africains, l'Ouganda, etc., nous regardent, on est la décadence, comment ça tient. Si vous regardez comment Poutine nous regarde actuellement, on est la décadence, l'Occident va s'écrouler demain. Alors c'est quand même à nous de prouver que non, ces sociétés sont vivables, on peut avoir de la vertu dans ces conditions, la pornographie ne nous fait pas rouler dans une luxure permanente, on peut vivre en assumant ça. Mais il faut bien voir que la situation dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire que maintenant on n'est plus assailli dans la ville comme on l'était avant, mais ça nous met dans une certaine solitude. C'est-à-dire que les gens sont face à l'écran, seuls, et c'est des parcours singuliers. Ça, l'individualisation du rapport à la pornographie, ça met, je crois, les adolescents et surtout les adolescentes dans une position difficile, dans une position où elles sont jugées pour leur... Il reste 30 secondes pour Judith Benamouette et 30 secondes pour Michela Marzano. Merci. Qui m'ont demandé la parole toutes les deux. Juste pour dire que dans le champ artistique, l'artiste est aussi un porte-parole de son intimité. Il montre son intimité, on l'a vu, sans filtre. Et ça arrive, et on n'a pas montré l'image de Marcel Duchamp, c'est dommage. C'est vrai, elle était juste après. Étant donné, c'est-à-dire une œuvre clé sur laquelle il a travaillé fantasmatiquement pendant près de 25 ans, il n'a accepté qu'on la montre qu'après sa mort. Et c'était vraiment le champ de l'intimité, et lui, il adorait le sexe. La voilà, elle est là. Voilà, génial. Et en fait, on la voit, c'est une installation musée de Philadelphie, on la regarde par un petit trou quasiment de serrure, et le mystère se révèle, le mystère de la femme qui s'offre comme
ça, dans une installation assez sophistiquée. Et ça, c'est l'intimité de l'artiste. Et c'est intéressant de voir qu'un des artistes les plus subversifs du XXe siècle, celui qui a inventé l'art conceptuel, est capable d'attendre, de ne pas assumer, d'attendre sa mort pour qu'on montre son fantasme et son intimité. Ça n'est plus le cas visiblement aujourd'hui. Michela Marzano, très court. Oui, hyper court, c'est juste parce qu'en fait, il ne faut pas non plus confondre. Les problèmes, la pornographie, c'est pas ce qu'il y a d'explicite. Il peut y avoir une œuvre artistique qui est tout à fait explicite. Moi, je dirais qu'à la limite, si on veut essayer de faire une différence entre érotisme et pornographie, création artistique et pornographie, c'est que dans l'œuvre artistique, il y a création, même si cette création est explicite, il y a de l'intimité. Là où je définirais la pornographie comme ce qui a tendance à normaliser. Donc, d'une part, on a la liberté et d'autre part, on a une forme de nécessité. Dernier mot, Arthur H, très court. Depuis les Grecs, l'Occident célèbre l'art et le sexe en même temps. Et je trouve que c'est une source de vitalité, de créativité complètement dingue. On sait que tous les grands artistes ont une grande libido. Donc finalement, c'est vrai. Et c'est vraiment, c'est la beauté de la vie en fait. C'est l'amour de la vie. C'est la vie. Donc c'est pour ça que c'est bien que ces artistes continuent à faire des images, parce que c'est notre créativité, c'est notre liberté, et puis c'est aussi le respect de la vie, c'est le sexe. On revient toujours là. Ouais. Merci tous les 10 d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Broken Bells. C'est l'association de James Mercer, le leader de The Shins, et de Brian Burton, alias Danger Mouse, le producteur du prochain album de U2. Ils nous interprètent un extrait de leur nouvel album. L'album s'intitule After Disco. La chanson s'appelle Holding On for Life. Broken Bells, c'est à vous. Take a seat, rest your weary bones. Your secrets safe in my hands. You tell me about the years and let me buy it out. Maybe help me to understand. Ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day. Trying not to look so young and miserable. You gotta get your kicks while you can. In the light quarter, sitting on the run. What a lovely day to be lonely. Holding on for life, holding on for life, yeah. Holding on for life. Holding on for life, holding on for life, yeah. Holding on for life. Well, you might belong to another time, still you have to carry on, yeah. No, well, else to go, and you never know what to hide and what to show now.
Dès maintenant, pour voir tous les lives de Ce soir ou jamais et réagir à l'émission, rendez-vous sur France2.fr.